Imaginez que vous soyez au travail et que vous vous trouviez soudain au milieu d'un moment où votre cœur s'arrête. C'est exactement ce qu'ont vécu les personnes dont il est question dans ces histoires. Ces trois récits éprouvants sur le lieu de travail révèlent des moments glaçants qui ont profondément modifié la vie de certains professionnels et transformé leur journée de travail habituelle en moments qu'ils n'oublieraient jamais. 1. J'ai dû faire face à un mari enragé qui est venu chercher sa femme après avoir travaillé dans le secteur médical pendant 12 ans, je pensais avoir tout vu. Pourtant, rien n'est comparable à ce qui s'est passé hier. Je me tenais appuyé contre le couloir de l'hôpital, ma tasse de café à moitié vide dans une main et mon stéthoscope accroché à l'autre. La journée à l'hôpital avait été très chargée, et j'étais prête à raccrocher ma blouse pour la nuit. Mais il me restait encore quelques heures à faire. Après un rapide passage aux toilettes, j'étais prête à affronter les dernières heures de ma garde. Je venais de retourner aux urgences lorsque deux aides-soignants ont fait entrer une femme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ai-je demandé en mettant mon stéthoscope en place. Aucune idée, doc, a répondu l'aide-soignante. Trouvons son nom, ai-je ordonné en examinant la femme. L'infirmière Samantha a tendu la main vers le sac à main de la femme et a trouvé son portefeuille. Howard. Son prénom est Vanessa, dit-elle. J'ai hoché la tête en signe de reconnaissance et j'ai ordonné à tout le monde de commencer à la soigner. J'ai remarqué l'ecchymose sur l'abdomen de la patiente et mon cœur s'est arrêté. Je savais que quelque chose de très grave lui était arrivé. Quelques heures plus tard, la femme, Vanessa, s'est réveillée avec une sensation d'étourdissement et Samantha est allée la voir. Bonjour, je suis Samantha, le docteur Silverman m'a dit de la biper dès que vous vous réveillez. Est-ce que ça te va ? A-t-elle demandé. Vanessa a acquiescé. Bientôt, elle a été transférée des urgences à un autre service, où elle m'a raconté ce qui l'avait amenée à l'hôpital. J'ai été horrifié en entendant son histoire. Chez elle, Vanessa était assise sur le comptoir de la cuisine, en train de picorer les derniers morceaux de lasagne de la cocotte. Elle était prête à s'arrêter là, mais son mari, Ron, était assis devant la télévision. Il regardait un match, et les bières avaient coulé à flot depuis avant le dîner ce soir-là. Alors qu'il a crié sur la télévision, Vanessa a sursauté, caressant distraitement son bras, encore un peu sensible depuis l'incident de la semaine précédente. Dans sa tête, elle se dit que Ron n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Il se dépêchait juste de sortir de la maison et elle se trouvait sur son chemin, si bien que dans sa précipitation, il l'a poussée contre le porte-manteau dans le couloir. Vanessa, a-t-il appelé depuis le salon, et elle a de nouveau sursauté. Oui, a-t-elle répondu en marchant vers lui. À pas compter. Tu ne veux pas t'asseoir et regarder le match avec moi ? A-t-il demandé en faisant un geste vers le bras du fauteuil dans lequel il était allongé. Elle acquiesça en silence. Ron l'entoura de son bras et se blottit contre elle. D'une manière ou d'une autre, Vanessa s'est endormie. L'instant d'après, c'est Ron qui la secoue pour la réveiller. « Allez, réveille-toi, Ness », dit-il en retirant son bras, ce qui la fit presque tomber du fauteuil. « Désolé, je crois que je suis juste épuisée par la semaine que nous avons passée, » dit-elle en bâillant. « Oui, moi aussi. Allons manger quelque chose avant d'aller nous coucher, » dit-il. « Tu sais que boire me donne faim. » Elle est allée dans la cuisine, jetant les bouteilles sous l'évier.
Pourquoi tu n'as pas fait toute la vaisselle ? Demanda Ron en regardant l'évier. Vanessa a expliqué qu'elle était en train de les faire, mais qu'il l'avait appelé. Et si est-il censé être une excuse ? Commença-t-il en jetant les bouteilles de bière une à une dans la poubelle. Elle a regardé les pieds et a secoué la tête. Regarde-moi, a-t-il exigé d'une voix basse et dangereuse. Ce n'est pas difficile, Vanessa. Comme elle soupirait, il a enchaîné, pourquoi soupires-tu ? Pourquoi en as-tu tant marre ? Vanessa s'est contentée de secouer à nouveau la tête. Tu ne sais pas parler ? A-t-il demandé avec colère. Nettoie ce désordre, ordonna Ron avant de retourner dans le salon. Vanessa a pleuré mais s'est mise à l'œuvre. Alors qu'elle essuyait les dernières mousses de savon dans l'évier, Ron est entré en jetant le récipient contenant les os de poulet sur le comptoir. Dit-il en inspectant la cuisine. Tu es satisfaite ? Vanessa acquiesça. Bien. Je le suis aussi. Allons nous coucher. Mais tu dois d'abord prendre une douche. Tu sens la nourriture. Vanessa resta sous la douche, laissant l'eau chaude soulager un peu sa douleur. Elle regarda ses doigts, couverts de petites coupures causées par les éclats de verre. Elle remarqua que la casserole avait déjà provoqué un gros hématome sur le côté gauche de ses côtes. Dépêche-toi, dit-il. Vanessa se mit lentement au lit et fit semblant de dormir. Elle devait attendre qu'il ne dorme pour se rendre à l'hôpital le plus proche. Ses ronflements ont rapidement envahi la pièce et elle a tenté sa chance. Elle a conduit jusqu'à l'hôpital et a marmonné un au secours inaudible auprès de l'aide-soignante qui se tenait à côté de la porte des urgences et s'est évanouie. Je savais que je devais partir. Merci de m'avoir écouté, m'a-t-elle dit une fois que nous avons rempli ses papiers et qu'elle a passé en revue les blessures précédentes. Bien sûr, si est pour cela que nous sommes là. Et nous pourrons parler de votre plan d'action plus tard. Reposez-vous maintenant et essayez de ne pas trop bouger, d'accord ? Je lui ai serré la main et je suis parti. On aurait dit que, pour la première fois depuis longtemps, Vanessa se sentait en sécurité. Quelques heures plus tard, je me suis de nouveau rendu à l'étage où Vanessa avait été admise. Lorsque j'ai passé le coin de la rue, j'ai vu qu'un homme irrité faisait face à l'infirmière Samantha. « Bonjour », a dit l'homme d'un ton condescendant. « Je suis son mari, et cela signifie que j'ai le droit d'être avec elle quand ça me plaît. » lui a-t-il aboyé. Samantha avait l'air d'un cerf pris dans les phares. « Monsieur, il y a un problème ? » ai-je demandé en m'approchant d'eux. Voici le docteur Silverman. Elle va tout vous expliquer, lui a dit Samantha. Bonjour, je suis le docteur Silverman, ai-je dit. Ron, a aboyé l'homme. Mon nom de famille est Howard. Un frisson glacial m'a parcouru l'équine. Bien sûr, il allait se montrer. Je savais qu'il le ferait à un moment ou à un autre. Vous retenez ma femme quelque part ici, et vous ne me laissez pas la voir. Honnêtement, qui fait ça ? A-t-il poursuivi. Je l'ai regardé, essayant de comprendre dans quel état d'esprit il se trouvait. Je devais faire attention à la façon dont je me comportais avec lui. Les gens comme Ron étaient toujours difficiles à gérer, et je savais que je pouvais me débrouiller seul, mais je n'avais aucune idée de la façon dont il réagirait. Si est ce qui m'inquiétait. Vous êtes son mari ? ai-je demandé. Ron a levé sa main gauche, qui était couverte de pansements.
Je savais que c'était pour masquer les séquelles d'un des incidents de Vanessa, comme elle l'avait dit. Ron a levé son annulaire, pour que je puisse voir l'anneau d'or qui scintillait à la lumière. Vous voyez ça ? Dit-il en tapotant dessus avec sa main droite. Savez ce qui est arrivé à votre femme ? Lui ai-je demandé. Monsieur, je suis désolé. Mais votre femme a besoin d'un traitement pour le moment, ai-je dit. Le mari en colère n'était pas satisfait, mais avant qu'il ne puisse se plaindre davantage, le téléphone de la réception a sonné, nous distrayant pendant une seconde. Ron est passé devant moi, mais je savais que je ne pouvais pas le laisser ramener Vanessa chez elle. J'ai expliqué la situation, en disant que Vanessa avait un ulcère gastrique et qu'elle devait rester, sinon elle mourrait. Mais il n'était pas content et a essayé de nous intimider, exigeant que nous relâchions sa femme. J'ai accepté et lui ai demandé d'attendre. Ensuite, je me suis précipité dans la chambre de Vanessa, en évitant Ron, et je l'ai vue dans son lit. Madame Ward, j'ai parlé à votre mari, ai-je dit rapidement. Vanessa a été choquée, et elle s'est reculée vers le lit comme pour s'enfuir. Mais je l'ai empêché de paniquer. Il soudoie tout le monde, Dr Silverman. Personne ne veut m'écouter, s'est-elle écriée. Mais j'avais un plan. J'ai produit les dossiers de Vanessa et ses antécédents médicaux. Avec ces preuves, l'hôpital avait l'obligation de la signaler à la police pour violence domestique. Mais à ce moment-là, Ron est entré dans la chambre d'hôpital avec le docteur Mitchell, mon patron, à ses côtés. Il avait peut-être deviné que je préparais quelque chose. Il a fait comme si de rien n'était, mais je suis intervenu, l'empêchant de s'approcher. Cependant, le docteur Mitchell a dit que Vanessa n'était plus ma patiente. Étonnamment, le docteur Mitchell a dit que Vanessa n'avait rien, et j'ai compris ce que Vanessa avait craint. J'ai tout de même essayé de les arrêter, mais le docteur Mitchell était plus gradé que moi et il m'a ordonné de rentrer chez moi. J'ai été renvoyé. CST. Ce qui m'a le plus choqué. En jetant un dernier coup d'œil angoissé à mon patient, j'ai quitté la pièce. Ron et le docteur Mitchell sont restés, mais je les empêcherai de gagner. Quelques minutes plus tard, je les ai vus quitter la pièce. CST. Alors que j'ai eu une idée. J'ai rencontré Samantha dans la cage d'escalier et j'ai fait semblant de tomber pour que Samantha m'admette dans une chambre. Lorsque les lumières de l'hôpital se sont éteintes, Ron est retourné dans la chambre de Vanessa et a parlé gentiment, mais sa voix était mortelle. Sauf que, lorsque Ron est allé se coucher, Vanessa n'était pas là. C'était moi, caché sous les couvertures. Qu'est-ce que CST que ça ? Où est ma femme ? A-t-il demandé, furieux de me voir. Eh bien, il est temps d'aller dans votre vraie maison, la prison, lui ai-je crié dessus. Ron s'est mis à rire, se moquant de moi qui ne pouvais rien faire pour sauver mon pauvre patient, mais j'ai ensuite cliqué sur mon téléphone et repensé aux propos menaçants qu'il avait tenus il y a une seconde. Il est devenu encore plus furieux à ce moment-là. Si est fini, Ron, ai-je dit. Vous allez payer pour toute la souffrance que vous avez causée à votre femme. À ce moment-là, un policier est entré dans la pièce, arrêtant Ron. J'avais appelé les autorités pour m'assurer que ma patiente ne rentrerait plus jamais chez elle avec cet homme violent. Lorsque Vanessa est apparue dans l'embrasure de la porte, Ron a eu le culot de la supplier de l'aider. Bébé, s'il te plaît.
dis-leur que je suis innocent, a-t-il dit. Nous avons vécu tellement de choses. Oui, Ron, dit Vanessa. Nous avons traversé beaucoup de choses. Des bleus. Des os cassés. Tout cela guérira. Mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Le policier a emmené Ron qui donnait des coups de pied et criait. Vanessa m'a serré dans ses bras et m'a remercié, et nous avons vu comment un autre policier a emmené le docteur Mitchell. Il a menacé de poursuivre tout le monde en justice, mais personne ne l'a écouté. J'étais si heureuse d'avoir pu sauver la vie d'une femme. Pourtant, tant de femmes sont piégées dans des relations et des foyers où elles sont maltraitées. L'histoire de Vanessa devrait nous encourager à nous élever contre cette forme de violence. Le simple fait de sauver une vie fait une énorme différence. En tant que médecin, je me sens privilégié d'avoir pu aider Vanessa. 2. J'ai arrêté un garçon de 12 ans qui conduisait, son histoire m'a brisé le cœur. Je patrouillais dans le Nevada. Il n'y avait rien d'autre que le désert. Et puis, sorti de nulle part, cette voiture a surgi. J'ai louché un peu et qu'est-ce ce que j'ai vu? Un enfant de 12 ans conduisait la voiture. Oui. Arrêtez la voiture sur le côté de la route, ai-je immédiatement dit dans mon mégaphone. Le garçon, Jimmy, savait qu'il était dans le pétrin. Il a lentement arrêté la voiture sur le bord du trottoir et a attendu que moi et mon partenaire nous approchions de lui. Mon garçon, à quoi diable pensais-tu? Ai-je demandé. Tu es définitivement trop jeune pour conduire. Qu'est-ce ce qui se passe ici? Il est devenu pâle comme s'il avait vu un fantôme. Je suis désolé, officier Winston, a-t-il dit lentement en jetant un coup d'œil à ma plaque d'identification. Je conduis ma mère inconsciente à l'hôpital. Elle nous ramenait du Nevada quand elle a soudain arrêté la voiture sur le bord de la route parce qu'elle se sentait mal, a-t-il ajouté, pleurant presque en regardant sa mère. Il s'avère que chaque week-end, Jimmy et sa mère, Macy, partent à l'aventure. Ils vont à la plage en voiture, font des randonnées sur des sentiers naturels, pratiquent des activités nautiques dans des lacs et font tout ce qu'ils peuvent imaginer pour s'amuser ensemble. Ce week-end-là, ils ont décidé d'aller en voiture de la Californie au Nevada. Ils sont allés camper à la Red Rock Canyon National Conservation Area, où ils ont fait de la randonnée et pris des photos autour de l'endroit pittoresque. Sur le chemin du retour, Macy a soudain arrêté la voiture sur le bord de la route. « Attends une seconde, mon chéri. Je ne me sens pas très bien », a-t-elle avoué. Avant même que Jimmy ne puisse répondre, il a remarqué que Macy s'était affaissée sur le côté de son siège. Elle s'est évanouie presque immédiatement. Comme sa mère ne se réveillait pas, Jimmy a jeté un coup d'œil autour de lui à la recherche du moindre établissement, mais tout ce qu'il voyait, c'était le désert. Il se trouvait quelque part au milieu du Nevada. Aucune voiture n'approchait, alors il a réfléchi rapidement. Il a commencé à tirer sa mère vers la banquette arrière pour pouvoir prendre le volant. Il n'avait pas de permis de conduire et n'avait conduit qu'une seule fois dans sa vie, mais il craignait que sa mère ne s'en sorte pas s'il restait garé au milieu de nulle part. Le jeune homme de 12 ans a donc manipulé le GPS et cherché l'hôpital le plus proche, à 10 minutes de route de l'endroit où il se trouvait. Il appuya sur l'accélérateur et poussa un soupir de soulagement lorsqu'il commença à voir des immeubles apparaître à gauche et à droite, signalant qu'il était déjà proche de la ville proprement dite. Monte sur le siège passager.
Je vais te conduire à l'hôpital, ai-je dit en faisant signe à Jimmy de se pousser pendant qu'il expliquait tout. Mais mon partenaire de patrouille s'y est opposé. Allez, mec. Ce gamin n'a pas respecté la loi. Il aurait dû appeler le 911 et attendre leur arrivée au lieu de conduire. Nous devrions faire saisir cette voiture et arrêter le garçon, a-t-il argumenté. Nous parlons d'une VIE ici. Regarde-la. Elle devient de plus en plus pâle. Il faut qu'elle aille rapidement à l'hôpital. Ai-je répondu. Tu vas te faire virer. Tout doit être fait dans le respect de la loi. Nous avons prêté serment. Tu ne t'en souviens pas? M'a demandé mon partenaire. J'ai pris le volant et j'ai conduit Jimmy et Macy à l'hôpital. À notre arrivée, Macy a été rapidement emmenée en fauteuil roulant dans la salle d'urgence, et je me suis assuré d'aider Jimmy tout en parlant au médecin. Après quelques tests, il a été révélé que Macy avait souffert d'un anévrisme cérébral. Heureusement, vous avez pu l'emmener à l'hôpital avant que l'anévrisme ne se rompe. Si vous l'aviez amené 10 minutes plus tard, il aurait été difficile de la sauver, nous a dit le médecin. Jimmy a été submergé par l'émotion en entendant cela. Il était soulagé d'avoir fait confiance à son instinct en prenant le volant et s'est mis à pleurer. Merci, officier Winston. Sans vous, je l'aurais perdu, m'a-t-il dit. Je lui ai tapoté le dos. Tu es un jeune homme courageux, Jimmy. Ta mère sera fière de toi, petit. Je lui ai demandé où était son père, et si est alors que j'ai appris que Macy était une mère célibataire. Lorsque Jimmy avait 8 ans, son père les avait quittés pour une autre femme et ne s'était plus jamais montré. Depuis cet incident déchirant, il n'y avait toujours eu que Macy et Jimmy. Macy s'est toujours juré de faire passer Jimmy en premier, alors chaque fois qu'elle ne travaillait pas, elle passait tout son temps avec lui. Pendant que Macy se remettait à l'hôpital, j'ai pris la responsabilité de Jimmy. Je me suis assuré qu'on s'occupait de lui et que Macy et lui avaient tout ce dont ils avaient besoin. Au bout de quelques semaines, Macy s'est complètement rétablie. Elle n'arrêtait pas de me remercier d'avoir pris soin de Jimmy en son absence et de l'avoir emmené à l'hôpital. Je lui ai poliment dit que ce n'était rien parce que j'avais fait ce que tout citoyen responsable aurait fait. Parfois, la vie nous enseigne des leçons de façon étrange. Si est grâce à Jimmy que j'ai appris que les gens font des choses impossibles pour ceux qu'ils aiment. Jimmy ne s'attendait pas à conduire ce jour-là, mais lorsqu'il a vu que sa mère devait être emmenée à l'hôpital, il n'a pas réfléchi à 2 fois, car cela signifiait sauver la vie de sa mère. 3. Ma sœur est morte à l'hôpital après avoir accouché, son ex s'est présenté pour ses triplets. Respire. Tout va bien se passer, ai-je gentiment dit à Léa, en marchant à ses côtés pendant qu'on la transportait vers la salle d'opération sur un brancard. Tu es le meilleur grand frère que je puisse demander à Dieu, Thomas, a-t-elle murmuré alors que nous entrions dans la salle d'opération. Léa avait commencé le travail à seulement 36 semaines de grossesse, et les médecins avaient suggéré de pratiquer une césarienne. Mais peu après avoir accouché du premier bébé, le pouls de Léa a commencé à chuter et son état s'est aggravé. Léa, s'il te plaît, reste avec moi. Infirmière, que se passe-t-il? Regarde-moi, Léa. Regarde-moi, ai-je crié, mes paumes s'enroulant autour de sa main. Docteur Spellman,
Vous devez partir, s'il vous plaît, a dit le docteur Nicole, en m'escortant à l'extérieur. Les portes de la salle d'opération se sont alors refermées avec fracas. Je me suis effondré sur l'une des chaises de la salle d'attente, mes larmes ne s'arrêtant pas. Je pouvais encore sentir le parfum de Léa sur mes paumes. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, espérant que tout irait bien bientôt. Mais lorsque la voix d'un médecin m'a sorti de mes pensées, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. « Docteur. Comment va Léa ?» ai-je demandé en me levant d'un bond. Je me suis affaissé sur la chaise, incapable d'assimiler la nouvelle de la mort de Léa. Elle avait été si enthousiaste à l'idée de tenir ses petits anges, de les bercer et de ne leur donner que le meilleur. Comment Dieu a-t-il pu être aussi cruel et l'emporter si tôt? Qu'est-ce ce que je vais faire maintenant? Pensais-je, déçu, lorsqu'une voix retentit dans le couloir. Où diable est-elle? Elle pensait qu'elle pouvait accoucher des enfants, et que je ne le saurais pas? Ma rage n'a pas connu de limite lorsque j'ai vu l'ex-petit ami de Léa, Joe, entrer en trombe dans l'hôpital. « Où est ta sœur ?» a grogné Joe. J'ai attrapé le collier de l'homme et je l'ai plaqué contre le mur. Maintenant, tu veux savoir où elle est, hein? Où étais-tu quand elle a passé une nuit dans la rue à cause d'un minable comme toi? Et où étais-tu, Joe, quand elle s'est effondrée il y a 4 heures? Elle est morte. Ma sœur. Elle n'a même pas survécu pour voir ses enfants. Où sont mes enfants? Je veux les voir, a crié Joe en dégageant les bras. Ne t'avise même pas d'en parler, Joe. Sors de mon hôpital, ou j'appelle la sécurité, là je mis en garde. Sors. Je pars maintenant, mais je vais récupérer mes enfants, Thomas. Tu ne peux pas me les enlever, a rétorqué Joe en disparaissant dans le couloir. Pour le bien de mes 3 petits-neveux, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester assis à pleurer la perte de Léa. J'étais tout ce que mes neveux avaient, et je ferais tout pour que les enfants ne grandissent pas sous la responsabilité de leur père alcoolique. J'ai donc décidé d'adopter les triplés, et je me suis battu au tribunal pour obtenir leur garde. Que les choses soient claires, dit le juge à Joe. Vous n'étiez pas marié à la mère des enfants, Léa, et vous ne l'avez pas non plus soutenue financièrement pendant sa grossesse. Si est-il bien ça? Eh bien, vous n'avez pas tort, votre honneur, soupira Joe en baissant la tête. Je travaille comme homme à tout faire et j'accepte des petits contrats. Je n'avais pas les moyens de subvenir à ses besoins, et si est-il la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas mariés? Pardonnez-moi, votre honneur, mais ma cliente a des messages et des notes vocales de Léa où elle déclare clairement que M. Dawson est un gros buveur, dit mon avocat. Et elle a refusé de l'épouser s'il n'entrait pas dans un programme de désintoxication. Mon avocat a présenté les preuves au tribunal, convainquant le juge que Joe n'était pas apte à élever les enfants, et le tribunal a tranché en ma faveur. En sortant de la salle d'audience, j'ai levé les yeux vers le ciel radieux, me souvenant de Léa. Je t'avais promis de faire de mon mieux pour Tyder. J'espère que je ne t'aille pas déçu, Léa, ai-je murmuré les yeux pleins de larmes. À ce moment-là, Joe est sorti en trombe de la cour et m'a attrapé le bras. Je suis le vrai père des enfants, et je vais me battre pour eux, Thomas. Ne sois pas trop fier d'avoir gagné pour l'instant. Lorsque je suis rentré chez moi après le tribunal, satisfait que les enfants de Léa soient en sécurité avec moi, j'ai vu ma femme en train de faire ses valises. Qu'est-ce qui se passe,
Chérie ? Ai-je demandé, déconcerté. Qu'est-ce ce qui se passe avec tous ces bagages à cette heure-ci ? Je suis désolé, Thomas, a-t-elle soufflé en fermant le dernier sac. Je ne suis même pas sûr de vouloir des enfants, et là, tu en as 3 d'un coup. Tu as gagné l'affaire, n'est-ce pas ? Eh bien, j'y ai réfléchi, mais je ne pense pas vouloir passer les prochaines années de ma vie à changer des couches. Je n'aille pas signer pour ça quand je t'aille épousé, Thomas. Je suis désolé. Et Susanna est partie. J'ai regardé la maison, et je n'arrivais toujours pas à croire que j'étais laissée toute seule pour m'occuper de mes neveux. J'ai sorti une bouteille du casier à vin par frustration, mais au moment où j'ai jeté le bouchon, mon regard a été attiré par le fond d'écran de mon téléphone. J'ai promis à Léa de leur donner une belle vie. Je ne peux pas faire ça, ai-je pensé en remettant la bouteille de vin dans le casier. Le temps a passé vite, et les triplés Jayden, Noah et Andy ont été élevés avec tout mon amour et mes soins. Qu'il s'agisse de nettoyer les couches des garçons ou de les endormir avec ma voix tragiquement peu mélodieuse, j'aimais chaque moment passé avec mes neveux. Mais leurs soins ont également pesé sur ma santé physique et mentale, et un jour, je me suis effondré au travail. J'ai mis cela sur le compte d'un manque de sommeil. Puis, en arrivant chez moi ce soir-là, la vue d'un homme m'a fait frissonner. Joe était là, dans la cour avant de ma maison, en train de jouer avec les enfants. « Mais qu'est-ce ce que tu fais ? Pose mon fils !» ai-je crié en me précipitant vers les enfants. « Comment as-tu mon adresse ? Ai-je fulminé en cherchant ma voisine. Je lui avais demandé de garder les enfants. Tu nous espionnes depuis le début ? Je suis ici pour reprendre ce qui m'appartient, Thomas. Je suis ici pour mes enfants, avoua impudemment Joe. Tes enfants ? ai-je dit sur un ton moqueur. Où étais-tu pendant ces 5 années où je les élevais ? Ils n'ont jamais été les tiens, pour commencer, Joe. Tu les as abandonnés alors qu'ils n'étaient même pas nés, et maintenant tu reviens les réclamer ? Ce ne sont plus tes enfants. Va te faire voir. Oh vraiment ? Lui ai-je lancé. Je parie que la nouvelle voiture que tu conduis convaincra le juge du contraire. Ne perds pas ton temps. J'étais persuadé que Joe ne pourrait pas reprendre les enfants, mais à ce moment-là, il a sorti une carte de sa poche et me l'a tendue. J'ai une bonne vie maintenant, Thomas. Tu vois, je travaille dans un cabinet réputé maintenant, et je te verrai au tribunal. Je me suis figé sous le choc. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une convocation au tribunal. Mon cœur s'est serré en la lisant, mais j'ai quand même pris mon courage à 2 mains et je me suis présenté au tribunal. Au cours de l'audience, l'avocat de Joe m'a convoqué à la barre des témoins. Nous avons récemment appris que le docteur Spellman suit un régime très particulier de médicaments sur ordonnance, a déclaré l'avocat de Joe. Après avoir consulté un spécialiste médical, je ne suis venu à point. Objection, votre honneur, s'écria mon avocat en se levant d'un bond. Je vais l'autoriser puisque la santé du tuteur a un impact direct sur cette procédure, a déclaré le juge. J'ai baissé la tête en répondant oui. On m'avait en effet diagnostiqué une tumeur cérébrale inopérable il y a plusieurs mois et je prenais des médicaments pour en réduire la taille et prévenir les crises d'épilepsie. Après avoir écouté les 2 parties, le juge m'a regardé avec des yeux compatissants et a rendu le jugement. Compte tenu des nouvelles circonstances, le tribunal estime qu'il serait préférable que les enfants soient confiés à leur père biologique.
Dr Spellman, je vous souhaite force et bonne santé, mais si vous aimez vraiment ces enfants, vous devez comprendre que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Par conséquent, je confie la garde des enfants à leur père biologique. Vous avez 2 semaines pour les préparer. J'avais tout vu venir le jour où j'avais reçu la convocation, mais je voulais me battre pour mes neveux et au nom de la promesse que j'avais faite à Léa. Alors que je faisais les bagages de mes neveux, prêt à leur dire au revoir, ma poitrine se sentait creuse, comme si un cœur n'y battait plus. Ces enfants avaient été ma raison de vivre. Oncle Thomas, nous voulons vivre avec toi. S'il te plaît, oncle Thomas, ont insisté les enfants. Les garçons, ai-je dit. Si vous m'aimez, vous savez que je ne choisirai jamais quelque chose de mal pour vous. Je veux que vous soyez heureux, et Joe vous rendra heureux, les garçons. Voulez-vous bien mettre vos affaires dans sa voiture maintenant ? Alors que les 3 petits garçons chargeaient leurs sacs dans la voiture de Joe, ils ne l'ont même pas regardé. En fait, ils se sont retournés, ont couru vers moi et m'ont serré la jambe. Je t'aime, oncle Thomas, a dit Jaden en larmes. Je ne veux pas te quitter. Nous aussi, nous voulons vivre avec toi, se sont écriés Noah et Andy à l'unisson. Et, les gars, ai-je dit, tout en m'accroupissant pour faire face aux enfants. N'avons-nous pas conclu un accord solide ? Je viendrai vous voir le week-end et nous serons gentils avec papa Joe. J'ai serré les garçons dans mes bras, ravalant mes larmes. Maintenant, allez-y, Joe vous attend, dis-je en essayant de m'éloigner, mais les enfants se sont accrochés à moi encore plus fort. Joe ne m'avait jamais aimé. En fait, il aurait fait n'importe quoi pour récupérer ses enfants. Mais à ce moment-là, quelque chose a changé dans son cœur. Il nous a regardés, les garçons et moi, et n'a pas pu s'empêcher de nous rejoindre. Tu avais raison depuis le début, Thomas, a-t-il dit en se joignant à l'étreinte du groupe et en secouant la tête. Nous ne devrions pas nous battre pour les enfants mais pour leur bien. Après cela, Joe m'a aidé à porter les sacs des garçons à l'intérieur de la maison. Je n'arrivais pas à le croire, mais Joe avait changé. Il aime sincèrement les enfants, et je suis heureux qu'il soit toujours là pour s'occuper des garçons. Je n'aurais pas pu demander plus à Dieu. Eh bien, les personnes dont il est question dans ces histoires ont non seulement été témoins de quelque chose de glaçant, mais elles ont aussi emporté ces expériences avec elles, nous rappelant à tous les rebondissements inattendus que la vie peut présenter, même au cours d'une journée de travail. Nous sommes curieux, avez-vous des histoires similaires à partager ? Nous serions ravis de les entendre. Dites-nous ce que vous pensez de ces histoires et partagez-les avec vos amis. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoie-la à info@amomama.com. Note, ces histoires sont inspirées par l'histoire de nos lecteurs et écrites par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration.